d'aller en Asie du Sud-Est pendant 3 mois et c'est là où en fait j'ai été profondément choquée de la pollution plastique que l'homme pouvait avoir sur la nature. C'est-à-dire qu'on voyait des paysages magnifiques, mais à côté de ça, il y avait des montagnes de déchets. Les petits gestes sont des actions qu'on peut penser insignifiantes, mais là où il faut voir au niveau global, c'est que un petit geste plus un petit geste plus un petit geste multiplié par le nombre de personnes qui agissent, là l'impact commence à être grand. Et si vraiment tout le monde réussit à faire des petits gestes, comme tu l'as dit, les petits gestes vont devenir grands. Les personnes qui sont très engagées ne peuvent pas être parfaites, elles font juste de leur mieux. Et c'est dans ce sens-là que j'encourage les personnes qui me suivent. En général, la première chose que j'essaye de conseiller, c'est de trouver personnellement ce qui va t'indigner. Parce que ça, c'est vraiment propre à chacun. Et c'est en trouvant quelque chose qui nous motive intrinsèquement que notre engagement va grandir. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Parler Partager. Nous sommes dans la catégorie Lifestyle et aujourd'hui nous sommes avec Inès. Salut Inès. Bonjour. Ça va ? Très bien, merci de me recevoir, je suis ravie. Merci d'être venue. Inès, qui es-tu ? Ah, vaste question. Alors, je m'appelle Inès Moreau, je suis la créatrice du compte Instagram Les Petits Gestes, un compte Instagram que j'ai créé il y a presque 5 ans maintenant, sur lequel je partage très simplement des astuces et des alternatives pour réduire son empreinte environnementale au quotidien. J'ai également créé un blog du même nom, donc lespetitsgestes.fr. Je suis autrice de 2 ouvrages chez Albin Michel et j'anime également des ateliers zéro déchet pour les enfants et pour les adultes, souvent dans les entreprises. Super. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est ça, pourquoi ? Parce qu'il le faut, il est temps d'agir. Non, plus sérieusement, parce que j'ai eu en 2018 une grosse prise de conscience par rapport à l'urgence écologique qu'on vit en ce moment et qu'on vivra encore plus durement dans les mois et années à venir. Une prise de conscience que j'ai eue lors d'un voyage en Australie où je suis partie pendant 1 an avec mon conjoint. On est parti en van, on a tout lâché, le CDI, l'appart à Paris et on est parti vivre vraiment de manière hyper minimaliste, en fonction du soleil, en fonction des saisons. On a un peu travaillé là-bas. Et ensuite, on a décidé d'aller en Asie du Sud-Est pendant 3 mois. Et c'est là où, en fait, j'ai été profondément choquée de la pollution plastique que l'homme pouvait avoir sur la nature. C'est-à-dire qu'on voyait des paysages magnifiques, mais à côté de ça, il y avait des montagnes de déchets liés à l'homme, donc des bouteilles en plastique, des emballages, etc. Et même si j'avais déjà une petite conscience écologique avant, là j'ai été tellement choquée que je me suis dit il faut faire quelque chose à notre échelle de citoyens. Et j'ai voulu essayer de moi-même me motiver ma famille et mes amis. Donc je me suis dit super, il y a plein de gens sur Instagram, je vais faire ça. Et en fait ça a pris beaucoup d'ampleur et je me suis dit que c'était le moment de parler aux jeunes, de leur expliquer qu'il y a tout un panel d'actions qu'on peut faire au quotidien pour protéger la biodiversité et pour avoir un mode de vie un peu plus sobre et responsable. D'accord. Et généralement, on voit tous ces images-là avec les océans de bouteilles ou autres, que ce soit la télé, sur les réseaux sociaux. Mais toi, le vivre, le voir sur place directement, qu'est-ce que ça t'a fait ? Comment c'était ? C'est un peu indescriptible comme sensation, mais c'est juste profondément choquant en fait de se dire que c'est notre consommation, que c'est à cause de nous qu'il y a tout ça qui est dans la nature. Et ce que j'ai vécu, c'est que j'ai beaucoup dormi chez l'habitant là-bas. Et je voyais les personnes jeter leurs emballages, leurs bouteilles en plastique, etc. dans leur jardin. Et là, je me suis dit, pourquoi ? Donc je leur ai posé la question et eux-mêmes m'ont répondu « Ah, mais c'est hyper simple, en fait, nous, on jette là. Et dans 1 mois, il y a la saison des pluies qui arrive, qui dure 3 mois. La pluie emporte tout sur son passage. Donc nous, on n'a plus de déchets chez nous. » Et là, je me suis dit « Ah, d'accord. » Donc en fait, le problème est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que nous, dans nos pays occidentaux, on a le ramassage des poubelles, on a tout un système de recyclage. Eux n'ont pas tout ça. Et eux, à partir du moment où c'est plus devant leurs yeux, c'est plus leur problème.
Sauf qu'en fait, la pluie, après on le sait, va emporter ça dans les rivières, qui va emporter ça dans les océans. Et c'est comme ça qu'après, il y a un 7e continent dans l'océan Pacifique et que ça devient terrible parce que ça met des centaines et des centaines d'années après à se désagréger, quoi. C'est ça. C'est malheureux. Ouais, très. Et du coup, c'est pour ça que nous, il faut que de notre côté de la planète, il faut qu'on fasse des petits gestes. Exactement, ouais. Du coup, ton compte s'appelle Petits Gestes. Pourquoi ? Mon compte s'appelle Petits Gestes, très simplement parce que je voulais montrer que c'est des actions simples. Là où il y a beaucoup de personnes se méprennent ou parfois disent que les petits gestes ne servent à rien parce que, par exemple, la chose qu'on dit le plus, c'est oui, mais faire pipi sous la douche, ça va pas changer la face du monde. Oui, certes, les petits gestes sont des actions qu'on peut penser insignifiantes, mais là où il faut voir au niveau global, c'est que un petit geste plus un petit geste plus un petit geste multiplié par le nombre de personnes qui agissent, là, l'impact commence à être grand. Et il y a une phrase que j'aime bien, c'est un peu « mon petit geste deviendra grand ». En fonction du nombre de personnes qu'on arrive à sensibiliser, du nombre de petits gestes qu'on fait, et là, l'impact est énorme. Et puis même au niveau individuel, quand on commence à agir, au début on agit petit, et ensuite notre engagement grandit, on va rentrer dans des formes d'action collective, on va faire des grands gestes impactants. Et voilà, donc j'aime bien dire qu'ils sont aussi importants qu'insignifiants. Et généralement, avec ces petits gestes, il y a aussi un rayonnement. Ouais. En gros, c'est une fois que nous, on commence, après, tu as ton conjoint, ton épouse, ta famille, tes amis qui aussi te voyant et voyant que ça fait... C'est pas grand-chose. En gros, c'est juste ça fait avancer. C'est ça. Et eux aussi, du coup, commencent à contribuer. Et si vraiment tout le monde réussit à faire des petits gestes, comme tu l'as dit, les petits gestes vont devenir grands. Mais c'est la même idée pour moi que de planter une graine dans la tête de quelqu'un. En fait, en nous regardant faire, en voyant, comme tu dis, que c'est simple, que ça ne change pas non plus tout notre quotidien, c'est juste une réadaptation, on inspire, on fait poser des questions, les gens se questionnent, les gens se renseignent, et ensuite ils vont se dire... oui, peut-être. Et l'idée de planter une graine, c'est peut-être qu'ils vont pas le faire tout de suite, peut-être qu'ils vont pas comprendre l'importance tout de suite, mais au moins la graine est plantée et ça germera à leur rythme quand ils l'auront décidé. Il y a aussi un terme qui te définit, que tu aimes utiliser aussi, c'est planteuse de graines de sensibilisation. C'est du ça. coup, c'est exactement ce que tu viens de nous dire. Ouais. Mais aussi, il y a un autre terme qui te définit, c'est aussi l'écolo imparfaite. Exactement. Et ça, c'est hyper important. Je le rappelle très souvent sur mon compte Instagram. C'est que, alors déjà, personne n'est parfait. À partir du moment où on est un humain sur Terre, on pollue. Ça, voilà, c'est indéniable. Mais ensuite, même les personnes qui sont très engagées ne peuvent pas être parfaites. Elles font juste de leur mieux. Et c'est dans ce sens-là que j'encourage les personnes qui me suivent, vraiment sans culpabilisation. Je leur propose des messages, je leur propose des alternatives ultra simples, souvent avec humour. Pour leur dire essayez, et puis peut-être que vous allez vous planter, peut-être que ce geste-là va pas vous correspondre, mais il y en a plein, il y a tout un panel de choses qu'on peut faire, et c'est pour ça qu'il faut pas ni se culpabiliser, ni se tirer dans les pattes, ni essayer de montrer mais toi t'as pas fait ça. Il faut plutôt penser bienveillance et l'écologie positive en disant ça c'est super, il a mis en place ça. Voilà. Du coup, on peut tous faire quelque chose. On peut tous faire quelque chose, ça c'est sûr. Peu importe où on habite, peu importe notre échelle, peu importe nos moyens, on peut tous agir. Et si moi demain je veux agir, quels sont tes conseils que tu peux me donner ? Par exemple, du plus simple au plus difficile. Alors c'est difficile de conseiller directement quelqu'un comme ça sans forcément connaître son mode de vie. Du coup, en général. En général, la première chose que j'essaye de conseiller, c'est de trouver personnellement ce qui va t'indigner. Parce que ça, c'est vraiment propre à chacun. Et c'est en trouvant quelque chose qui nous motive intrinsèquement que notre engagement va grandir. Par exemple, moi, c'était le plastique. C'est quand j'ai vu ce montagne de plastique, ça m'a tellement choquée que je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire pour réduire ma consommation de plastique ? Et c'est de là que je me suis intéressée au zéro déchet, au minimalisme, au fait de moins consommer, etc. Il y a d'autres personnes, ça va être la cruauté animale. Ils vont se dire moi j'aime tellement les animaux, je ne peux plus
ou les manger ou emporter sur moi. Il y a d'autres personnes, ça va être tout ce qui touche à l'alimentation ou aux pesticides et du coup, ils veulent plus s'empoisonner et ils vont commencer par manger bio, par rejoindre des AMAP ou des associations ou des fermes. Donc, c'est vraiment trouver ce qui nous indigne profondément et à partir de là, on va découler et se rendre compte qu'il y a des petits gestes plus impactants que d'autres. Et celui qui a le plus d'impact, en tout cas dans notre société actuellement, c'est tout ce qui concerne l'alimentation. Je ne dirai jamais à personne arrêtez de manger de la viande, mais au moins commencer par réduire. Réduire ou en trouver en tout cas de meilleure qualité. Et ça maintenant, avec toutes les filières et les labels qui existent, c'est hyper simple à mettre en place. L'alimentation, ça a beaucoup d'impact. La mobilité aussi, tout ce qui touche les transports. Malheureusement, et ça me fait mal au cœur de le dire parce que c'est moi qui ai beaucoup voyagé dans ma jeunesse, il faut quand même réduire nos déplacements en avion ou en tout cas essayer de les repenser. Si on doit prendre l'avion ou si on veut prendre l'avion, autant que ça soit quelque chose d'exceptionnel et qu'on reste un certain nombre de temps pour visiter des choses autour, pour pas avoir à faire des sauts de puce sur un week-end, ça c'est plus possible écologiquement parlant. Voilà, les émissions de CO2 sont vraiment monumentales quand on fait ce genre de choses. Et après au quotidien, quand on peut faire du covoiturage ou prendre les transports en commun, le train, etc. Ça, vraiment, l'alimentation et la mobilité, c'est des gestes qui ont énormément d'importance. Et après, au quotidien, il y a encore plein de choses, mais là, je vous invite à aller voir sur mon compte Instagram pour les découvrir, pour remplacer simplement des usages quotidiens, remplacer le café, remplacer ses sopalins, remplacer son dentifrice et faire soi-même. Il y a vraiment plein de choses. Généralement, ces petits gestes-là ne nous affectent pas dans la vie de tous les jours, quoi. Non, dès qu'on change. C'est ça. Par exemple, moi, j'ai un ami qui avait changé son électricité. Il était passé à l'électricité verte. Ouais. Ça coûte pas beaucoup plus cher. Et en fait, on le ressent pas, quoi. Il n'y a rien qui change. C'est pas parce que c'est l'électricité verte qu'on va plus avoir d'électricité. Ouais, c'est ça, qu'on va s'éclairer à la bougie. Ouais, non, pas du tout. C'est ça. Voilà. Et tu es écrivaine aussi. Ouais. Tu as 2 livres qui sont sortis. C'est quoi ces livres ? Mes livres, ils sont devant moi. Ce sont des livres pour faire soi-même ses produits ménagers et ses produits de beauté et d'hygiène. Je précise parce qu'il y a marqué produits de beauté, donc souvent les hommes ne se sentent pas inclus dedans, mais il y a plein de recettes pour les hommes quand même là-dedans, c'est mixte. Et c'est des livres que j'ai voulu vraiment très simples pour les débutants. Je peux te montrer au hasard n'importe quelle recette. En fait, il y a une partie où je montre exactement le matériel et les ingrédients dont on a besoin et une partie détaillée. Et comme on peut voir, par exemple sur cette recette que j'ai prise au hasard, c'est vraiment quelque chose de très simple, la plupart du temps avec des ingrédients qu'on a chez soi ou alors qu'on peut trouver en supermarché, pour pas que ce soit quelque chose de compliqué. Souvent on se dit « Ah oui, mais pour faire sa lessive, il faut plein d'ingrédients et puis ça prend du temps. » Non, moi j'ai vraiment simplifié au maximum avec des choses qui nous permettent de le refaire et de prendre du plaisir à le faire parce que c'est simple, parce que c'est sympa de le faire entre potes, parce que c'est sympa de le faire en famille. C'est des moments ludiques et on apprend donc à prendre soin de l'environnement parce que c'est des produits naturels, à prendre soin de soi parce qu'on ne met plus des produits industriels bourrés d'additifs, allergènes et tout ça. Tous les trucs qu'on ne sait pas ce qu'il y a à la Exactement. Quand on ne comprend pas les étiquettes ou quand on ne peut pas les mettre sur les enfants, généralement, c'est qu'il y a un problème. Et le troisième point, c'est que c'est des choses qui nous permettent d'économiser aussi de l'argent parce que quand on fait soi-même et qu'on fait, par exemple, en plus grosse quantité, ça nous coûte moins cher parce que déjà il y a peu d'ingrédients, parce qu'il n'y a plus les marges que se font les marques industrielles, qu'on ne paye pas les contenants parce qu'on réutilise à chaque fois la même chose. Donc voilà, je pense que c'est déjà 3 bons arguments pour faire soi-même tout un tas de choses au quotidien. En tout cas, je te remercie. Avec plaisir. Et je pense que ces livres sont très très importants. Est-ce que tu as des formats vidéo de ces astuces ? Du coup, ta chaîne, ton compte Instagram. Sur Instagram, ouais. J'essaye de faire un maximum de vidéos un peu ludiques et toujours avec un petit peu d'humour pour expliquer aux gens et pour montrer comment faire les recettes hyper simplement. De toute façon, on va mettre tous ces liens-là de tes livres et aussi de ton compte Instagram en description. Inès, est-ce que je te propose un café ? Moi, c'est la minute café, mais tu m'as dit que tu ne veux pas de café du coup. Je veux bien un thé. Si c'est possible, je préférerais un thé. Je te propose un thé vert, mais c'est quand même la minute café. Pas de souci, ça me va. La minute café.
Inès, du coup, la Minute Café, c'est un moment où on parle beaucoup plus de toi et on essaie de te connaître tes goûts. Ok. Dit comme ça fait un peu bizarre. J'aime le thé vert, déjà. On a une question, c'est la même question qu'on pose à chaque intervenant. Et du coup, quel est ton film préféré ? Ou quel est le film qui t'a marqué dernièrement ? Ouais, je vais plutôt répondre à cette deuxième partie de question parce que j'aime beaucoup le cinéma, j'ai plein de films en tête, mais de préférer, c'est hyper compliqué comme ça. Par contre, il y en a un qui m'a un peu plus marqué ces dernières années, c'est un des derniers films de Cyril Dion qui s'appelle Animal. Déjà, j'adore tous les films et documentaires de Cyril Dion. Ils sont hyper bien faits, les images sont belles, on apprend toujours plein de choses. Animal a un côté un peu plus compliqué, donc public sensible, s'abstenir. Il y a des scènes un peu dures, mais qui sont quand même nécessaires à visionner parce qu'elles permettent du coup d'engendrer des prises de conscience avec justement nos rapports entre nous et les animaux. C'est 2 ou 3, je sais plus, je crois que c'est 2 jeunes d'une 14aine d'années qui partent avec Cyril dans différents pays pour essayer de comprendre un petit peu tout ce qui se passe par rapport à la biodiversité, le déclin de la biodiversité. Et c'est un film très fort. C'est vraiment... Il y a une partie difficile, comme je disais, mais ça finit toujours bien avec des notes d'espoir et qui montrent tout n'est pas perdu, qu'il y a des bonnes initiatives qui se mettent en place pour demain. Et voilà, très chouette à voir en tout cas. De toute façon, si l'humain ne voit pas ces images difficiles, elle n'arrive pas à tilter, à comprendre et à avancer et essayer de changer les choses. C'est ça. Après, il y a beaucoup de gens qui, malgré tout, font l'autruche parce qu'ils veulent pas voir. Ils veulent pas comprendre, ils veulent pas voir. Et je comprends, j'aurais préféré ne pas savoir tout ce que je sais par rapport au réchauffement climatique. Je pense que je vivrais beaucoup plus légèrement. Mais c'est nécessaire. Et ça veut pas dire que c'est plombant, que c'est déprimant. Non, ça nous permet juste d'avoir une situation plus claire, une vision plus claire sur la situation. Et c'est nécessaire pour agir ensuite. Et si je devais te demander ta musique ou ton chanteur préféré, ou qui t'a marqué, ou t'écoutes dernièrement ? Alors là, ça n'a rien à voir avec l'écologie, mais vraiment rien à voir. Mon groupe préféré, c'est Angus et Julia Stone. C'est, pour décrire, je dirais, un peu du rock indépendant, parfois un peu folk, parfois un peu pop. Mais voilà, ça invite un petit peu au voyage. Ça fait voyager, je trouve. Et voilà, et ça m'apaise beaucoup en tout cas. Et du coup, ton livre préféré ou ton livre qui t'a marqué récemment ? Alors là, j'ai un livre préféré qui se rapporte vraiment à l'écologie. Je suis très très nulle pour me rappeler des titres de livres parce que je lis beaucoup et souvent j'oublie. Mais celui-là m'a profondément marqué. C'est Le Zoo de Mengele. Je me rappelle pas l'auteur parce que je crois que c'est un norvégien ou un islandais et il y a plein de consonnes. Alors du coup, j'étais un peu perdue donc je me rappelle pas le nom. Par contre, c'est génial. C'est un livre policier avec un personnage, j'avais jamais entendu ce terme-là, c'est un écoterroriste. Donc c'est un policier, hein, mais c'est un enfant qui a grandi dans la forêt amazonienne, vraiment très proche de la nature, où il était dans une communauté, je crois qu'il élevait des papillons, quelque chose comme ça. Et il se retrouve au plein cœur d'un scandale de déforestation dans la forêt amazonienne. Et il a tellement en horreur tous ces géants qui viennent raser sa forêt et son pays, qui décide de devenir écoterroriste. Et donc, pour lui, tous les moyens sont bons pour régler leur compte aux géants industriels. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'est un policier vraiment palpitant. Ça a l'air intéressant, différent. Très différent, ouais. Et si je te demandais une personnalité ou un créateur de contenu qui t'inspire ? Je dirais qu'en ce moment, c'est Camille Etienne. Qui a un compte Instagram aussi qui s'appelle Graines de Possible, qui est une militante écologiste. Je crois qu'elle est plus jeune que moi, elle doit avoir 25 ans, quelque chose comme ça. Elle vient de finir ses études et pourtant elle est vraiment sur tous les fronts. C'est une personne
qui va directement parler aux députés et qui essaye de faire changer les lobbies. Elle est également très présente. Elle fait des films très poétiques et merveilleusement bien réalisés. Elle a fait un film dernièrement qui a un rapport avec les glaciers, où elle a fait venir tout un orchestre en haut d'un glacier. Et c'est vraiment très, très chouette ce qu'elle fait. Et en plus, elle inspire toute une génération de jeunes. Elle montre que c'est possible. Elle montre qu'il y a plein de combats à faire. Et voilà, je l'admire vraiment beaucoup. T'es pas la première personne qui nous dit une des personnalités qui inspire, c'est Camille Etienne. C'est vrai ? Du coup, comme tu l'as dit, elle inspire beaucoup de personnes, quoi. Ouais. Et pour terminer, est-ce que tu as un conseil à nous donner aux auditeurs, aux personnes qui nous regardent ? Je dirais, pour revenir un petit peu à cette histoire de petits gestes, de y aller chacun à son rythme. Et je sais pas si tu connais la fable du colibri. Tu la connais ? Normalement, oui. Si tu veux bien me la rappeler. Alors, la fable du colibri, c'est un moment dans la forêt, il y a un incendie et tous les animaux sont paniqués. Ils ne savent plus quoi faire pour éteindre l'incendie qui va ravager leur lieu de vie. Et là, il y a un petit colibri qui arrive, qui a trouvé une source d'eau. Et dans son petit bec, goutte par goutte, il arrive et il lâche une goutte après goutte sur l'incendie. Et là, tous les animaux le regardent en lui disant « Mec, qu'est-ce que tu crois que tu vas faire avec ta petite goutte ? Ça va rien changer. » Et il lui répond très simplement « Au moins, j'essaye, je fais ma part. Et peut-être que si tout le monde faisait comme le colibri, l'incendie serait vite éteint. » Super, très joli. Je te remercie d'être venu. Merci à toi pour ton invitation. Et je vous remercie à vous aussi d'avoir regardé ce podcast-là jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de commenter et si ce n'est toujours pas fait, de vous abonner à la chaîne YouTube Parler Partager. On n'oublie pas, on est aussi sur les plateformes de streaming Spotify, Apple Podcast et Google Podcast. Du coup, vous pouvez aussi nous suivre là-bas et aussi mettre 5 étoiles. Et n'oubliez pas, en parler, c'est partager et c'est en partageant qu'on en parle. Au revoir. En parler, c'est partager et c'est en partageant qu'on en parle.